Thank you et merci. Donc, et le bienvenue tous, et spécifiquement au président révérend Emmanuel Shinzo Hagera. Vous avez la parole, président. Bon après-midi, bonjour, dépendamment où vous êtes localisé, hein, avec le décalage horaire. Merci pour votre invitation. Demandez si on vous a transmis ma présentation pour que vous pouvez partager avec le reste du panel. Je ne sais pas si on vous a donné ma présentation. Oui, on l'a eu, oui, oui. Okay, on l'a eu ce matin, oui. C'est bon. Vous allez le mettre sur PowerPoint. OK. Oui, c'est sur PowerPoint, révérend. Je pense que maintenant, vous pouvez le voir. OK, merci. Okay. Voilà. Alors, je voudrais d'abord saisir cette opportunité pour vous remercier de m'avoir donné cette opportunité de partager mon expérience avec mes frères leaders africains. Mais aussi, nous devons rendre grâce dans toutes choses et qui nous permettent de réaliser nos projets dans la paix, la sécurité, la tranquillité. Merci encore une fois pour la brève présentation de ce que c'est OPERAF. Mais également, je pense que le modérateur m'a demandé de faire une brève présentation de qui est Emmanuel Shinzo Hagera. Je suis burundais. Voilà pour le moment le président du Sénat de la République du Burundi. Mais en même temps, je suis pasteur. Je suis pasteur dans l'église méthodiste unie, qui est une église qui est pratiquement mondiale. Mais en même temps, je suis le secrétaire de la conférence annuelle du Burundi dans cette église. Burundi, c'était dans les années 1993. Le Burundi était secoué par une guerre civile et là j'ai dû quitter le pays parce que c'était vraiment très difficile, hein, dans ce moment-là. Je suis allé au Congo, au Zaïre, hein. Dans le temps c'était le Zaïre. Catholique de Bukavu. Ça, c'était en 1995. Malheureusement, bon, la guerre a éclaté, hein, juste une année. Alors, j'ai fait une traversée de presque 6 mois de l'est du Congo au sud, hein, pour aller en Zambie. Ça, c'était dans les années 96. Là, j'ai eu la chance de continuer mes études, hein, universitaires en Zambie. J'ai obtenu ma licence en comptabilité et finance. J'ai eu la chance d'avoir une bourse d'études, hein. Je suis allé continuer mes études en Irlande, mais c'était dans les années 2001 jusqu'à 2004. Puis je suis rentré au pays. Je suis rentré au pays, mais après cela, j'ai fait des études en ligne, MBA, maîtrise en économie. Je fais les études de doctorat en gestion de business administration. Bon, j'ai fait les études en théologie aussi, hein. Maintenant, je suis en train de faire la maîtrise en théologie.
dans une université de l'Église méthodiste unie qui se trouve au Zimbabwe, Africa University. Ça, c'est l'université de ma maîtrise. Mais aussi, parallèlement à cela, je suis en train de faire des études aussi en leadership parce que comme je suis très content parce que votre organisation se focalise beaucoup plus sur le leadership transformationnel. Vous voulez vraiment se focaliser sur cet aspect-là, d'avoir des leaders qui transforment le monde, des leaders qui transforment l'environnement. Voilà brièvement, donc j'ai commencé les activités politiques, bon, je ne me rappelle pas longtemps même quand, mais depuis 2000, quand je suis rentré en 2005, j'ai adhéré au parti politique qui est au pouvoir aujourd'hui. Et là, on m'a confié les responsabilités de diriger les jeunes dans ma province. J'ai été dans ce mouvement même de jeunes, mais au niveau national. Et depuis 2012 jusqu'à cette année-là, au mois de janvier, j'étais au niveau de la représentation légale du parti au niveau national en tant que financier, mais aussi en charge du développement, des projets de développement. Voilà brièvement, ça c'est ma vie politique. Hein. J'ai commencé cela en 2008. Hein. 2008, c'est quand j'ai été ordonné en 2008. Et puis, bon, depuis lors, ça fait bientôt 12 ans, 13 ans, je suis pasteur. J'ai occupé pas mal de positions au sein de notre église. J'étais sur un banc. Après 4 ans de pastorat. Maintenant, je suis le représentant légal, secrétaire de la conférence du Burundi. Pardon? De la société civile. Voilà. Ça, c'est Emmanuel. Voilà. Mais là, Révérend, votre micro est fermé. mais qui m'a fermé? Oh, je m'excuse. Maintenant, Okay, c'est bon? Bien maintenant. C'est bon maintenant, oui. Alors, le thème qui m'a été donné, c'est que je vais présenter aujourd'hui. C'est le rôle de la société civile auprès des parlements. Et là, vous m'aviez en tant qu'homme politique, homme religieux, mais aussi en tant qu'un élu du peuple. Quel serait vraiment le rôle de la société civile auprès des parlements? Alors, si vous avez ma présentation, j'ai d'abord défini ce que c'est la société civile. Hein. Bon, ça s'inscrit dans un espace public hein, au sein de la société. Le mot commun, si j'essaie de me résumer, hein, c'est qu'on dit que la société civile n'est pas là pour des buts lucratifs. Et là, on peut parler les sociétés civiles, les défenseurs des droits de l'homme, les associations, ça fait partie de la société civile, les syndicats, les églises, c'est vraiment, ça fait partie de cette société civile-là.
Et là, je dis que quel que soit le nom de la société civile, il y a quand même certains axes qui sont vraiment importants pour une société civile. C'est d'abord le bien-être de tous les citoyens. Hein. Normalement, une société civile cherche le bien-être de tous les citoyens, la quête de justice, l'égalité, hein, lutter contre toute forme de discrimination, le respect de la dignité humaine, la promotion de la cohésion sociale. Ça c'est vraiment parmi les grandes fonctions d'une société civile. Et une société civile qui est à l'œuvre de la communauté, qui est vraiment à l'œuvre une société civile qui n'est pas manipulée, parce que hein, là aussi, il y a des sociétés civiles qui sont vraiment manipulées, qui sont à l'œuvre des autres, mais qui ne cherchent pas vraiment le bien-être de la communauté, de la société dans laquelle ces sociétés civiles sont opérationnelles. Donc, et là ça, c'est aussi agir, avoir une fonction de contrôle. Voir ce que, par exemple, lors des élections, la société civile devrait être très active, voir si les élections se sont déroulées d'une façon équitable et que les résultats, il y a eu respect des règles fondamentales d'une démocratie. Donc, la société civile peut jouer. Et là je pense que dans beaucoup de pays, quand il y a des élections, on associe les quelques organisations de la société civile. Par exemple, les églises. Et chez nous, l'église catholique, par exemple, est associée, hein, est associée dans l'organisation des élections, mais aussi il y a d'autres organisations de la société civile qui sont associées pour faire l'observation, l'observatoire et le contrôle. Le déroulement des élections. La deuxième fonction que j'ai développée là, c'est la fonction de participation. Autrement dit, normalement, la société civile est là pour encadrer la communauté, les inciter, essayer de cultiver la culture politique, de participer si par exemple, c'est une société civile qui lutte contre, qui fait le plaidoirie pour la participation genre dans la représentation genre dans des institutions, il faut que à son tour, cette société civile aussi fait des campagnes de sensibilisation pour encourager les femmes de participer dans des élections. Donc là, c'est aussi une des fonctions que la société civile peut faire, et de sensibiliser les citoyens pour qu'ils participent dans le processus démocratique. Hein? Ça, c'est une autre fonction. J'ai mentionné la fonction d'articulation. Et là c'est de voir comment dans la communauté, on peut encourager ou favoriser les intérêts sociaux. Parce que normalement, la société civile, en tant qu'une organisation des citoyens, ça devrait favoriser à cet esprit de voir comment mettre en avant les intérêts, l'intérêt social. Hein, l'intérêt social. Et là, normalement, la société civile devrait entre le citoyen et l'État
effectivement faire le plaidoyer. Par exemple, s'il n'y a pas de l'eau dans la communauté, et s'il n'y a pas d'un centre de santé, cette société civile devrait jouer l'interface entre les citoyens et l'État. Donc, ça, c'est aussi l'une d'autres fonctions que les sociétés civiles peuvent jouer. Mais je parlais de la fonction de gestion des conflits sociaux. Une société civile peut intervenir dans la gestion des conflits, des conflits sociaux, hein? Notamment s'il y a des conflits, hein, bon, je ne sais pas dans d'autres pays, hein, chez nous par exemple, les enregistrent beaucoup, ce sont vraiment des conflits liés à la terre, hein, donc la terre, parce qu'au Burundi, vraiment, 90% on vit par l'agriculture. Donc, et là c'est vraiment un conflit qui est là. La terre de manière. Donc, et là ça crée des conflits. Alors, aider à résoudre ces conflits sociaux. Bon, là, j'ai donné quelques exemples, mais sinon, le rôle d'une société civile, hein, est tellement vaste, hein. Là où vraiment une société civile, une organisation de la société civile travaille correctement, ça a vraiment une mission très vaste. Alors, mais quelle est alors l'interaction entre les parlements et la société civile? De voir les quelques fonctions d'une société civile. Hein. Mais alors, une société civile entre en jeu le rôle que la société civile peut jouer avec les parlements. En tant que société civile, hein, la coopération entre les démocraties parlementaires et les organisations de la société civile nécessite une approche fondée sur la complémentarité. Normalement, les droits et des aspirations des citoyens. Ce sont des élus du peuple. Et en tant qu'élus du peuple, on est là pour être des voix des sans-voix. Hein? On est là pour défendre les intérêts de nos citoyens qui nous ont élus. Alors, dans cette même logique, on partage le même souci que les organisations de la société civile, parce que normalement, elles sont là pour effectivement les citoyens. Donc, en tant que Parlement, que nous sommes les gardiens des droits et des aspirations des citoyens, c'est au niveau des parlements que doit effectivement se situer le pouvoir souverain, et ce Parlement étant au centre du débat et de la délibération politique. Hein? Au-delà de ce pouvoir de voter lors des périodes électorales, il convient d'associer les citoyens au processus de délibération des politiques. C'est comme le porte-parole. L'une des fonctions, c'est être vraiment le porte-parole des sans-voix. Et c'est la population. À part le contrôle de l'action gouvernementale, ainsi que voter les lois, hein, les lois que le gouvernement nous a représenter la population qui nous a élus. Donc, nous sommes là en tant que leur porte-parole pour quand même avancer ou plaider pour eux. C'est pourquoi, par exemple, partout, je suppose que c'est partout au monde, hein, les parlements ont quand même un temps d'aller chez la population
pour s'acquérir de rencontrer. Et dès qu'on collecte toutes ces informations, on organise des séances de questions orales avec débat avec les ministres concernés pour qu'on leur soumette les soucis de la population. Donc là, on doit quand même plaider pour le bien-être de la population. C'est vraiment le rôle du Parlement. Mais c'est la même chose que les organisations de la société civile. Alors, c'est pourquoi, étant donné que le Parlement et la société civile partagent presque la même mission, l'interaction entre les deux, la relation, développer vraiment une relation étroite entre le Parlement et les organisations de la société civile s'avère vraiment importante. Hein? Et à la demande croissante du public de participer à la définition des politiques et des processus qui les concernent. Par exemple, le gouvernement peut soumettre une loi qui peut nuire le bien-être de la population. Alors, c'est la société civile. Et si la société civile vraiment joue pleinement son rôle, et en approchant ou en collaborant avec les parlements, on peut faciliter ce travail, quitte à ce qu'on va nuire le bien-être de la population. Donc, même si la société civile ne joue pas de rôle direct dans le processus politique, mais il peut exercer une fonction intermédiaire, hein, en collectant les idées ou les soucis de la population et avec cette collaboration qui existe entre la société civile et les parlements, et en nous soumettant les différentes observations nôtres, la société civile serait en train de contribuer au bien-être de la population, mais aussi à la vie politique d'une nation. Donc, si cela est vraiment correctement fait, les parlements peuvent jouer un rôle non négligeable en créant des conditions permettant d'engager, d'encourager la participation de la société civile. Parce que la société civile est sur le terrain, travaille avec la communauté à la base, et le Parlement aussi travaille pour le bien-être de la population. Donc, les deux ont la même mission, comme j'ai dit. Donc, un dialogue structuré avec les organisations de la société civile et qui bénéficie de l'appui des autorités politiques devient alors un facteur essentiel pour une meilleure participation, et cela aura un impact renforcé. Les membres de la société civile devraient exercer de façon responsable les libertés accordées par la loi en alimentant les débats d'idées et des critiques constructives. Et là, c'est très important, des critiques constructives. Vous savez, quand nous faisons des critiques qui détruisent ce que les autres sont en train de construire, alors ça devient problématique. Et là, c'est une peut-être invitation que je donnerai à ces organisations. Souvent, ils ne sont pas vraiment dans la logique de construire. Normalement, une société civile devrait vraiment on a besoin de critiques, mais des critiques constructives sont les bienvenues, hein, parce qu'au moins, ça nous permet de construire, d'avoir ce même souci que c'est notre patrie, c'est notre pays, c'est notre communauté. On a besoin de développer notre pays, on a besoin de développer notre communauté. Donc, là, ça. Alors, chez nous au Burundi, que la société civile au Burundi qui peut vraiment favoriser cette collaboration, cette étroite collaboration entre le Parlement et la société civile.
Hein. Et là, je dis qu'il existe une loi, hein, il existe une loi, un cadre légal, hein, qui permet aux organisations de fonctionner librement. J'ai donné la référence de la loi, c'est la loi numéro 1/02 du 27 janvier 2017 portant cadre organique des associations sans but lucratif. Hein, mais aussi, il s'agit d'une loi portant cadre de confessions religieuses. Même les confessions religieuses, en tant que membres de la société civile, ont aussi eu leur approprié. Hein. Donc, le cadre légal est là, qui permettent, le cadre légal qui permet aux sociétés, aux organisations de la société civile de bien fonctionner et de s'installer, de participer activement à la vie politique du pays. Et là, j'ai donné, par exemple, les cas de contributions de la société civile, hein, que l'action gouvernementale, c'est une organisation de la société civile, hein, qui a fait un plaidoyer en matière agricole auprès du Parlement de la République du Burundi en vue de l'augmentation du budget alloué, hein, au secteur agricole. Ça, c'était en 2011. Et le gouvernement a tenu en considération, et le Parlement a tenu en considération cette contribution de cette organisation de la société civile. En 2014, on a eu aussi, encore une fois, de l'organisation de l'Observatoire de l'action gouvernementale, qui a aussi fait des recommandations, hein, ça c'était en 2014, pour que le budget adopté soit lié ou soit en fonction avec les priorités énoncées dans les différents documents nationaux de stratégie de politique de développement. Autrement dit, si le budget est là, mais le budget devrait refléter le plan national de développement, un document national de stratégie de politique de développement du pays, socio-économique. Donc, et là, ça a été aussi une contribution, ça a été une contribution de cette organisation de la société civile. Et là, après la mise en œuvre, normalement, la société civile, cette organisation a vraiment apprécié comment ils ont collaboré avec le Parlement pour effectivement chercher le bien-être des citoyens. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir? J'ai essayé de donner quelques actions qui pourraient promouvoir davantage le rôle de la société civile auprès des parlements. Et là, je dis qu'il faudrait utiliser plus efficacement les technologies de l'information afin d'accroître la transparence et de faciliter les relations avec la société civile. Comme mon collègue l'a dit, hein, nous devons utiliser l'outil pour effectivement créer la transparence. Mais aussi, j'ai parlé de renforcer les relations entre les parlements et la société civile en développant davantage des programmes et les recours, établir des relations plus nombreuses et plus directes entre les membres, favoriser une participation plus large des organisations de la société civile aux travaux d'experts qui accompagnent le processus législatif, favoriser une participation plus large des organisations de la société civile à la préparation des lois, toute action qu'on peut mener, hein, associer la société civile au suivi et à l'évaluation de la législation, faire en sorte que les différents acteurs de la société civile se considèrent comme des partenaires et non comme des concurrents. Okay? Encourager la société civile à exprimer concrètement ses opinions, à faire des propositions globales, plutôt que de se borner à réagir à des événements isolés. Normalement, si la société civile doit vraiment pleinement jouer son rôle, ça devrait effectivement, parce que
normalement, le Parlement travaille, et les portes du Parlement sont ouvertes à tout le monde. Et par ailleurs, même les plénières, les débats qu'on fait au Parlement, c'est public, hein? Donc c'est pas isolé. Hein? Les gens sont, le public est invité à suivre le débat des élus, hein, sur un sujet ou sur une loi qui est en train d'être analysée. Donc, participer en donnant même des analyses, hein, sur un projet de loi ou sur une situation quelconque. Et là, ça permettra au Parlement de se saisir de cette situation en tant que pouvoir législatif et peut-être organiser des séances de travail avec les ministres concernés pour enfin permettre au bien-être où tous nous partageons. Alors, j'ai parlé un peu de l'Église chrétienne en tant que société civile en mission. En tant que, là, j'étais en train de parler de société civile en général, mais j'ai réservé un chapitre sur l'Église chrétienne en tant qu'une société civile en mission. Et là, je dis que concourt effectivement dans la mission que l'Église devrait accomplir, celle de servir. Normalement, l'Église, en tant que société civile, est là pour servir le bien-être des citoyens, que ce soit sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan développement socio-économique de nos membres. Et on est là en tant qu'organisation d'une société civile, jouer pleinement son rôle. Je pense que le monde, la Terre serait vraiment un paradis. Donc, si, c'est ce que j'ai dit, hein, et j'ai affirmé, si l'Église vraiment jouait pleinement son rôle, il n'y aurait plus besoin d'autres sociétés civiles. D'autres sociétés civiles. Organisation de la société civile. Pourquoi? Parce qu'un être humain est fondamentalement religieux. Il est toujours à la recherche de l'être suprême qui puisse étancher sa soif religieuse et répondre à ses besoins. Les chrétiens devraient exploiter ce gap pour illuminer les êtres de Dieu. Dieu, le fondateur de l'Église, c'est le roi des rois et créateur du monde. Donc, de l'Église, hein, l'Église en tant qu'organisation de la société civile, et comme le présentateur qui nous a parlé qui nous a briefé un peu de ce que c'est OPERAF, a dit, vous savez, la politique, hein, on considère la politique, on a laissé la politique aux autres, hein, parce qu'il y a une mauvaise interprétation de la politique. On a laissé ça. C'est pour mais même chez nous à la maison, on fait de la politique. Hein? Sans parler de cette politique des nations. Pour nourrir l'enfant, les enfants, pour nourrir la famille, ça c'est de la politique. Politique économique au sein de la famille, hein? Politique de développement. Donc, la vie est pleine. La vie, c'est la politique. Hein? C'est vraiment la politique. Donc, et là, je dis, aucun homme n'est épargné de ce soif religieux. Toute personne sans excès. Un Dieu, les riches et les pauvres, les politiciens et les non-politiciens, les blancs et les noirs, toutes les catégories de gens sont à la quête d'un être suprême capable de pouvoir leurs besoins. Ils sont vraiment à la quête d'un Dieu, un Dieu qui est là, mais chacun court. Pourtant, certains chrétiens considèrent quelques catégories de gens comme des incrédules, et notamment la classe des politiciens.
des commerçants, etc. Par conséquent, tombe dans la... Il y a certains chrétiens qui pensent qu'un chrétien ne peut pas faire du business. Un chrétien ne peut pas faire la politique. Un chrétien ne peut pas adhérer dans un parti politique. Bon, moins un pasteur, hein, moins un pasteur. Hein, un pasteur, là, c'est encore plus fort. Hein. Même ici chez nous, hein, souvent, on me pose cette même question. En tant que pasteur, pourquoi est-ce que vous êtes en politique, hein, en tant que pasteur? Donc, croyant que la politique, c'est pour une chose mondaine, c'est pas pour les gens qui vont qui vont au ciel, hein, hein. Donc normalement ce qu'on fait, souvent on fait ce que les anglophones parlent de evacuation gospel, hein. Nous ne sommes pas de ce monde, hein, nous sommes passagers, donc et là pourtant votre organisation vient de passer 20 ans, toujours à la recherche d'un leadership transformationnel. Hein? Ça vient de vous coûter 20 ans. Hein? Et là, vous continuez. Parce que vous n'avez pas encore atteint votre objectif. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on nous a enseigné que la politique est réservée à une autre classe. Hein? Les chrétiens, nous ne devrions pas faire ça. Voilà, en tant que pasteur, c'est une bonne question, hein. Ça, c'est vraiment mon expérience personnelle. Hein. J'avais aussi le souci en lisant la Bible, hein, je trouve que c'est full of politics. Hein. Alors, j'avais quelques objectifs. Hein. Atteindre à cette catégorie que les chrétiens ont négligée, en fait, qu'ils connaissent le vrai Dieu. Hein. Étant donné qu'en tant que leader, je discute avec d'autres leaders et engager des débats politiques, mais aussi engager aussi des débats de la parole de Dieu. Hein. Donc là c'était pour moi un atout, hein. Mais aussi, c'est aussi mon souci est de servir un grand nombre possible de la population burundaise. Hein. Non seulement les gens les membres de mon église, hein. Non, pas seulement les gens de mon église, mais tout citoyen qui a besoin d'être cette image négative qu'ont les chrétiens à l'endroit de la politique. Et là, depuis que j'ai commencé ce parcours, on me pose cette question-là, comment un pasteur peut faire la politique, hein? Moi, je dis, mais écoutez, c'est mon appel, hein? C'est mon appel, mais aussi parce que dans d'autres pays, je sais que dans d'autres pays, un pasteur peut participer dans des activités politiques, hein, il n'y a pas de souci. Mais chez nous ici, c'est pas le cas. Donc, la Bible qui nous dit que nous sommes le sel et la lumière de la terre, ma valeur doit se manifester. Hein, quand je suis absent, hein, donc ma valeur ne se manifeste pas. Donc, c'est pourquoi je politique. Et c'est là où ça doit se manifester vraiment ma présence, l'importance. Hein, comme la valeur ou le rôle du sel qui se manifeste quand il est présent dans les aliments.
Et la valeur de la lumière se manifeste lorsqu'elle est confrontée aux ténèbres. La valeur d'un chrétien doit se manifester quand il est dans cet environnement-là. Ce n'est pas quand il est absent. Nous devons être présents pour effectivement manifester notre présence. Voilà. Donc, j'ai parlé un peu le fondateur de l'Église qui est le roi des rois. Bon. Et là j'ai parlé ce que Michael Crawford, hein, dans son titre, dans son livre qui est intitulé Seasons of Grace, il a dit la politique et la vie économique et religieuse de la plupart des communautés étaient la priorité. Okay? Ça, c'était vraiment éveil. Hein? Sur la place se tenait la paroisse de l'église, la mairie et divers commerces et industries artisanales. Donc, ils associaient non seulement la bonne nouvelle, mais ils associaient ça avec, pour une évangélisation holistique qui est complète. Et ils associaient aussi activités, centres de santé, écoles, centre commercial, pour effectivement aussi développer le bien-être de la population. Hein. Et si vous regardez dans les missionnaires qui sont venus, hein, c'était ça la stratégie. C'était implanter une église, mais autour de cette église, hein, il construisait aussi un centre de santé, une école, et là, il développait un centre commercial, mais pour effectivement développer l'être humain au complet. Donc, et là, c'est ce que normalement devrait se passer. Hein? C'est ce qui devrait se passer aujourd'hui. C'est l'Église qui devrait occuper toutes les sphères de la vie en vue de travailler pour le bien commun, participer à la co-création du monde, promouvoir la justice, le partage et la cohésion sociale. Donc, l'Église, en tant qu'absent, est absent de tous les problèmes. Hein, tous les problèmes. Parce que l'Église qui était censée travailler, servir, est absent. Et là, on a laissé le service aux autres qui ne s'intéressaient pas au bien-être du corps du Christ. Et là, c'est tous ces mots-là qu'on a. Donc, l'Église, normalement, devrait, et là, je crois que j'ai pris beaucoup de temps, mais l'Église chrétienne, en tant qu'actrice primordiale de la société civile et agent transformationnel de la communauté, devrait jouer son rôle de refléter l'image de Dieu partout. Hein? Que ce soit dans les milieux politiques, dans les leaders politiques, donc, l'Église devrait vraiment jouer son rôle. Et les cadres chrétiens au Parlement vont voter, par exemple, les lois visant le bien-être de la population équitablement. Par exemple, je suis chrétien. J'imagine un jour si on m'amenait une loi qui parle de l'homosexualité, hein, il me serait très difficile de faire voter cette loi. Il me serait vraiment très difficile. Bon, Dieu merci, hein, au Burundi, quand même, même au niveau du gouvernement, on accepte. Mais si le Parlement a des chrétiens, c'est très, très difficile de voter une loi qui ne vise pas au bien-être de la population. Donc, l'Église n'est pas censée se détacher de la réalité. Elle est appelée à être absolument présente dans les communautés afin d'y exercer un ministère de restauration et de répondre aux besoins physiques, spirituels, émotionnels, économiques, environnementaux, sociaux des individus. Voilà. Et tout autre secteur. Donc, l'Église doit être vraiment présente. Je voudrais terminer par là en vous remerciant de votre aimable attention.
en tout cas pour ce brillant exposé et pour beaucoup d'éléments qui nous enrichissent et qui nous ont enrichis. Maintenant, nous passons aux questions-réponses, aux commentaires, mais nous allons le faire par... Vous écrivez, vous envoyez, et un de nous va lire par là. Le révérend va nous répondre aux certaines questions. Nous allons le faire rapidement parce que nous n'aurons que 15 minutes dans ce débat-là. Alors, nous demandons à celui ou celle qui a la question peut l'écrire et envoyer rapidement. Qui se mouille le premier? Peut-être quand vous écrivez, c'est bien d'écrire votre nom et votre pays aussi. Alors, ce qu'on va faire est qu'on envoie la question dans la langue qui vous est facile, on va traduire. Est-ce que vous pouvez nous lire la première question? Qui nous vient de Bolingo de RDC. Oui. Ah, vous pouvez lire, pasteur? C'est dans le chat. Toutes les questions sont dans le chat. Comment aider l'Église à être plus présente dans la société? Ça nous vient d'un frère de RDC. Comment aider l'Église à être plus présente dans la société? La deuxième question, pasteur. Oui, oui, la deuxième. première est là. OK, la première question. OK, est-ce que vous pouvez nous mettre la deuxième? Oui. Oui, OK, la première question, ça vient de pasteur Bolingo. Oui, oui, vas-y. Comment un pasteur en politique peut aider d'autres partis politiques? Et la deuxième question, comment aider l'Église à être plus présente dans la société? Qui vient de Dr. Mbakere. OK. OK. Alors, nous voulons écouter la réponse du révérend président. Voilà. Mais me pose vraiment une bonne question. Comment un pasteur en politique peut aider efficacement d'autres partis politiques, hein? Effectivement, étant donné que, soi-disant que vous êtes en compétition, hein, c'est ce que je comprends de cette question. Vous êtes en compétition, alors comment effectivement aider un parti politique, notre parti politique qui n'est pas le tien? Permettez-moi de répondre à cette question en le regardant d'un autre angle, notamment en tant que pasteur. Dans votre église, vous avez des membres de différents partis politiques, hein. Vous avez des membres de différents partis politiques. Donc, vous n'êtes pas là dans l'église, hein. C'est les membres par exemple, les membres de mon église, les membres de mon parti politique. Mais qu'est-ce que je dois faire en tant que pasteur? Quel est vraiment mon comportement face aux membres de l'Église, hein? Et que je suis conscient que les membres de l'Église, hein, ne sont pas nécessairement les membres de mon parti politique. Là c'est ce que je dis souvent. Il faut si vous êtes en politique en tant que pasteur, pour moi, je considère cela comme c'est une autre activité, mais qui est dans l'activité globale d'un pasteur. Okay? C'est l'une des activités que je peux faire, la politique. Mais le grand ensemble que je dois veiller, c'est d'abord le rôle d'un pasteur. Quel est vraiment le rôle d'un pasteur? Est-ce que
s'il y a une opportunité d'embaucher quelqu'un, est-ce que je regarde l'appartenance politique ou je regarde les compétences ou je considère que lui, c'est un membre de mon église, peu importe de son appartenance politique. Et là, c'est très important. Effectivement, je ne peux pas, par exemple, en tant que pasteur, je ne peux pas, par exemple, approcher ou aider le président d'un parti politique. Ça, ce n'est pas mon rôle. Mais ce que je peux faire, je peux, par exemple, dans une communauté où l'Église est en train de travailler. Et là, on ne travaille pas seulement pour les membres de ton Église, mais vous travaillez pour toute la communauté. Et là, les membres de cet autre parti politique vont bénéficier des actions de ce pasteur-là. Et là, c'est cette réponse que je pourrais donner à mon frère qui a posé cette question. Bien sûr, des leaders politiques, hein, des partis politiques. Chez nous, au Burundi, par exemple, il y a des cadres hein, pour un forum des leaders politiques. Et là, moi, je ne suis pas le leader de mon parti. Alors, mais ce qui est important pour moi, il faut que je prêche la paix, l'amour entre les politiciens, parce que aussi c'est très important. Il ne faut pas seulement se battre pour occuper des positions, cultiver l'amour dans nos membres, dans les membres de nos différents partis politiques. Et cela, je pense que ça peut être pour moi une contribution qui est très importante. Hein? Donc, ça, c'est ce que je peux faire, hein, aider, et c'est ce que je fais. Hein, pour moi, quand il s'agit d'aider la population ou les membres de mon église, je ne considère pas pour moi, ce sont mes brebis. Je dois les donner à manger, je dois les aider en tant que membre de l'église, indépendamment de leur appartenance politique. Donc, ça ne me regarde pas, hein, parce que le rôle primordial, c'est d'être d'abord le pasteur. Hein. Alors, comment aider l'Église à être plus présente dans la société, c'est-à-dire dans la politique. Hein. D'abord, il faut enseigner vraiment. Il faut développer peut-être, là, comme j'ai vu, hein, vous êtes en train de développer une théologie politique. Hein. Je pense que l'Église d'aujourd'hui a besoin d'une théologie politique, hein, pour comprendre ce que c'est la politique. Parce que, et surtout en Afrique, hein, parce que aux États-Unis, hein, sur les différents présidents qui ont dirigé les États-Unis, deux seulement sont des catholiques. Hein. Nous devons quand même enseigner à nos membres de faire la présence dans le milieu politique. Hein. Ce n'est pas un péché, il n'y a pas de péché. Hein. Parce que si on ne fait pas cette politique-là, effectivement, on va faire des jeûnes de prière, 2 mois de 40 jours pour prier au changement, alors que nous devrons être des agents de changement nous-mêmes. Donc, vaut mieux alors enseigner à nos membres d'être dans cette vie politique afin qu'on change les choses. Mais nous crions en attendant que les autres vont changer les choses, alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions refléter l'image de Dieu dans tous les milieux. Nous devons quand même enseigner nos gens, développer cette théologie politique, enseigner cette théologie politique à nos membres pour qu'ils participent dans la vie politique des nations. Hein? Et la Bible, j'ai dit que la Bible, le peuple d'Israël, hein, ils n'ont fait que la politique. Hein? La politique agricole, économique, sociale, ce sont des politiques. Mais c'est quoi la politique? Moi, je pense que nos membres, souvent, ils ne comprennent pas ce que c'est la politique. Hein? Ils ont une mauvaise interprétation de ce que c'est la politique. Il n'y a pas aucun parti politique qui a une politique de tuer.
Je n'ai jamais vu un parti politique qui, dans son projet de société, il dit, dans mon projet, je n'ai jamais vu un parti politique pareil. Hein. Donc, le projet de société, c'est le bien-être de la population, politique de santé, économique, de l'eau potable, blablabla. Donc, alors, pourquoi pas ne participer dans cette politique? Donc, je pense que l'Église devrait vraiment enseigner nos membres. Hein. Ne pas se, comme mon frère, je pense, mon frère Félicien, qui disent que souvent on se focalise seulement à côté spirituel. L'homme complet hein, a besoin aussi de vivre. Hein. Et là souvent je taquine, hein. Je dis aux membres, même aux différents leaders religieux, hein, si on ne s'occupe pas de développer les membres économiquement, socialement, hein, si on ne s'occupe pas aussi du bien-être de nos membres, je pense que si on ne les enseigne pas comment se développer, alors comment est-ce qu'ils vont donner les offrandes? Hein? Où est-ce qu'ils vont tirer les offrandes? Donc, nous devons les enseigner tout, le complet. On a, par exemple, vous trouvez dans une église qui a des docteurs, médecins, mais les gens sont en train de mourir à cause de... parce qu'ils n'ont pas de discipline de santé, pas de sport. Hein? Les disciplines... Les membres de l'église mettent à la disposition leur talent au service de l'Église, des membres de l'Église, du corps du Christ. Parce que en tant que docteur médecin, je peux enseigner, donner un enseignement relatif, par exemple, comment se protéger contre le coronavirus, comment se protéger contre le diabète. Donc, ça, c'est aussi un enseignement que les membres de notre Église ont besoin. Mais il faut accompagner le spirituel avec les autres besoins que l'être humain a besoin. Là, j'étais en train de parler. Quels sont vos grands défis, les grands défis en politique? Mon premier défi, c'est que l'Église a laissé la politique aux non-chrétiens. Et là, bon, écoutez, c'est comme si on prêchait dans le désert. Hein? Vous prêchez dans le désert parce que, bon, comme ça vient de vous prendre 20 ans, et ce n'est que maintenant que vous commencez à avoir des fruits. Et donc, c'est comme ça. Hein? Comme on a été absent, pendant, c'est pas moi, 50 ans. Alors, c'est l'un des grands défis hein, que j'ai assommé intégralement la vie Je pense qu'il faut que les pasteurs et l'Église élaborent des programmes d'enseignement. Hein. Ce n'est pas seulement enseigner la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. Hein, on a besoin de cette parole de Dieu. Mais il faut aussi élaborer d'autres programmes qui touchent la vie, hein, la vie de l'être humain. Hein. Il y a pas mal de programmes qu'on peut élaborer hein, dans les différents secteurs. Hein. Programmes de santé, programmes d'éducation, programmes, que ce soit éducation politique, pas mal de programmes qu'on peut élaborer pour que effectivement l'Église participe à la transformation effective de notre communauté. Hein. La parole est fondamentale, mais nous devons accompagner cette parole de Dieu par d'autres enseignements de notre vie pratique, hein, de notre vie quotidienne. On a besoin d'autres enseignements. Hein. Utiliser les ressources humaines que nous avons au sein de l'Église. Hein. Donc, qu'on a, ils servent aussi au bien-être de l'Église. Donc,
il faut quand même élaborer des programmes. Et là, c'est très important. Et là, je tiens vraiment à vous féliciter, hein.